Pendant qu'Ibrahim Traoré mobilisait toutes les forces vives pour renforcer l'armée burkinabé face aux attaques terroristes, un autre champ de bataille se dessinait dans l'ombre, plus sournois, plus silencieux, celui de l'information, une guerre invisible, où chaque mot peut devenir une balle, chaque silence un complice, chaque article un missile diplomatique. Cette guerre ne se joue pas dans les plaines du Sahel ou dans les forêts du Nord. Elle se déroule sur les écrans, dans les rédactions, au cœur des algorithmes qui décident ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Une guerre où les armes sont les mots, les images, les perceptions. Une guerre où l'objectif n'est pas de conquérir un territoire, mais de conquérir les esprits. Avant de plonger dans cette enquête explosive sur le complot qui visait à renverser Ibrahim Traoré, prends un instant pour soutenir la chaîne Afrostratège. Abonne-toi dès maintenant et clique sur le bouton like, active la cloche pour ne rien manquer. Dans cette bataille informationnelle, chaque abonné est un soldat de la vérité. Tout commence en septembre 2024. Les États-Unis, toujours si promptes à défendre la liberté d'expression, chez les autres, décident de bannir RT d'Afrique, sans débat, sans coordination, juste un coup près qui tombe. Et derrière, une vingtaine de plateformes africaines sont fermées. Leur crime ? Ne pas chanter en chœur avec le gospel made in Washington. Liberté d'expression ? Oui, mais sous condition. Le mécanisme est d'une précision chirurgicale. D'abord, on identifie les médias qui dérangent, ceux qui osent montrer une autre vision du monde, une autre interprétation des événements. Ensuite, on les étiquette soigneusement, propagande, désinformation, médias d'État, des termes suffisamment vagues pour être appliqués à n'importe qui déplaît. Puis, d'un clic, on les fait disparaître. Des algorithmes modifiés, des sanctions économiques, des pressions sur les hébergeurs. Et soudain, ces voix n'existent plus. Cette censure numérique n'est pas un accident. C'est le premier acte d'un plan méthodique pour contrôler le récit africain, car celui qui contrôle l'information contrôle la réalité. Et celui qui contrôle la réalité contrôle l'avenir d'une nation. Et là, le silence. Pas une protestation des grandes rédactions occidentales. Pas un mot des journalistes stars. La censure. Ça ne dérange que quand ce n'est pas nous qui la faisons. Ces mêmes médias qui s'indignent vertueusement quand un tweet est supprimé en Russie ou en Chine restent étrangement muets quand des plateformes entières sont effacées en Afrique. Ces champions autoproclamés de la liberté d'expression deviennent soudain aveugles et sourds. Comme si certaines voix méritèrent d'être entendues et d'autres étouffées. La couverture médiatique occidentale ressemble à un théâtre bien orchestré. Un script prévisible où chacun joue son rôle. L'expert qui condamne, le présentateur qui s'indigne, l'envoyé spécial qui témoigne. Tous répétant les mêmes phrases, les mêmes angles, souvent les mêmes mots exacts. Une synchronisation qui ne doit rien au hasard, mais tout a une stratégie concertée. Quelques jours plus tard, deux journalistes burkinabés, Sanogo et Uoba, critiquent le pouvoir en place. 3 jours plus tard, ils sont arrêtés. Là, miracle. Les rédactions occidentales se réveillent. Titre choc, indignation bien emballée, interview de circonstances. Des journalistes réduisent au silence. Vraiment ? Ou juste deux pions dans une guerre de narratifs ? Examinons les faits que personne ne mentionne. Ces journalistes, si promptement érigés en martyrs de la liberté d'expression, n'ont pas simplement critiqué le gouvernement. Ils ont publié des informations militaires sensibles en pleine guerre contre le terrorisme, des positions de troupes, des stratégies défensives, des vulnérabilités logistiques, des informations qui, dans n'importe quel pays occidental, auraient non valu à leurs auteurs des accusations de trahison. Mais ce n'est pas tout. Ces mêmes journalistes ont été formés dans des programmes financés par des ONG occidentales liées à des intérêts miniers. Ces mêmes intérêts qui ont vu leur contrat léonin renégocié par le gouvernement Traoré. Une coïncidence ? À toi de juger. Dans cette mise en scène parfaitement chorégraphiée, Sanogo et Uoba ne sont pas des victimes accidentelles. Ils sont des instruments dans une stratégie plus vaste, des martyrs sur commande pour alimenter un récit préfabriqué, celui d'un régime oppressif qui doit être sauvé par l'intervention extérieure. Parce que pendant ce temps, ces mêmes journalistes n'ont jamais prononcé un mot pour les soldats burkinabés tombés au combat. Pas un hommage, pas un soutien, pas une larme numérique, juste un micro tendu pour dénoncer leur propre état. Est-ce encore du journalisme, ou bien un alignement calculé sur une rhétorique extérieure ? Cette asymétrie morale est révélatrice. Ces plumes, si promptes à dénoncer chaque action gouvernementale, sont étrangement silencieuses face aux atrocités terroristes. Ces voix si indignées par les dérives autoritaires n'ont rien à dire sur les villages massacrés, les enfants orphelins, les femmes violées par les groupes djihadistes. Ce journalisme à géométrie variable n'est pas de l'information, c'est de la programmation mentale.
une tentative de formater l'opinion publique pour accepter l'inacceptable. L'idée que la souveraineté d'une nation est conditionnelle à l'approbation de puissances étrangères. Ibrahim Traoré le dit haut et fort. L'Afrique est en guerre informationnelle. Et ce n'est pas une formule. Chaque image, chaque reportage, chaque tweet peut servir à miner l'unité d'un pays. Dans les coups d'État, on prend la télé avant même de sécuriser la présidence. Ce n'est pas pour rien. L'information est une arme, et l'Afrique, aujourd'hui, est en ligne de mire. Cette guerre ne se limite pas aux médias traditionnels. Elle s'étend aux réseaux sociaux, aux influenceurs, aux académiques, aux ONG. Un vaste écosystème interconnecté qui diffuse un message cohérent. L'Afrique ne peut pas se gouverner elle-même. L'Afrique a besoin de tuteurs, de guides, de partenaires qui savent mieux qu'elle ce qui est bon pour son peuple. Les tactiques sont sophistiquées et multiples. Des vidéos sorties de leur contexte, des témoignages fabriqués, des études orientées, des sondages biaisés, des traductions délibérément erronées. Toutes ces techniques convergent vers un objectif unique: déstabiliser les gouvernements qui osent affirmer leur indépendance. Les prétendus fact-checkers eux-mêmes font partie de ce système, prompts à débunker toute information favorable au régime ciblé, mais curieusement aveugles face aux mensonges qui les discréditent. Ces arbitres autoproclamés de la vérité sont en réalité les gardiens d'une narrative préapprouvée. À cette guerre psychologique s'ajoute une guerre économique tout aussi implacable. Pression sur les annonceurs, blocage des flux financiers, exclusion des systèmes de paiement internationaux, des méthodes qui visent à asphyxier toute voix dissidente, tout média réellement indépendant, toute plateforme qui oserait défier le consensus occidental. Mais voilà ce que les analystes oublient toujours. Le peuple africain n'est plus dupe. Il a vu ce qui s'est passé en Libye, en Syrie. Il a vu ce que la liberté de la presse occidentale pouvait faire quand elle devient un outil de guerre, diaboliser Kadhafi, désarmer des États, détruire des nations. Et ensuite, rien, pas un mot, pas un regret, juste le silence, encore. Ce peuple a été témoin direct des conséquences catastrophiques des interventions humanitaires. Il a vu des pays, autrefois stables, réduits en cendres au nom de la démocratie. Il a vu les mêmes médias qui appelaient à bombarder la Libye détourner pudiquement le regard des marchés aux esclaves qui y ont surgi après la chute de Kadhafi. Cette mémoire collective constitue aujourd'hui une forme d'immunité. Une résistance instinctive aux manipulations qui ont fonctionné par le passé. Les citoyens africains comprennent désormais que l'indignation sélective des médias occidentaux n'est pas un accident. C'est un outil stratégique dans une guerre qui ne dit pas son nom. Alors face à cette offensive, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont répliqué, non pas avec des tanks, mais avec des caméras. En décembre 2024, ils lancent la première web TV du Sahel. Sahel Média, leur voix, leur image, leur guerre. Parce que oui, il faut se défendre, même dans la sphère numérique. Cette initiative est révolutionnaire à plus d'un titre. Pour la première fois, ces pays prennent en main leur propre narrative. Ils refusent d'être de simples objets dans le récit des autres. Ils deviennent sujets de leur propre histoire, producteurs de leur propre image, architectes de leur propre identité médiatique. Sahel Média ne se contente pas de réagir. Elle propose une vision alternative. Elle montre ce que les caméras occidentales ne filment jamais. Les écoles reconstruites, les hôpitaux rénovés, les forces spéciales formées, les villages sécurisés, les terroristes capturés, les succès, petits et grands, d'une population résiliente qui refuse de se voir uniquement comme victime. Cette plateforme brise aussi le monopole de l'expertise. Elle donne la parole aux intellectuels africains trop souvent ignorés par les médias internationaux. Des économistes, des historiens, des politologues, des stratèges militaires qui analysent la situation avec une profondeur et une nuance que les experts, parachutés de Paris ou de Washington, ne peuvent égaler. Et quand le Burkina suspend Voice of America, tout le monde hurle. Mais qui sont ces rédacteurs basés à Washington pour juger un pays qu'ils ne connaissent que par carte Google? Leur vérité, ce n'est pas la vérité. L'hypocrisie atteint ici des sommets vertigineux. Les mêmes nations qui censurent RT, Sputnik et des dizaines de médias africains s'indignent quand on applique leurs propres méthodes. Les mêmes voix qui défendent tant le droit des plateformes privées à bannir qui, bon leur semble, s'étranglent quand un État africain exerce sa souveraineté médiatique. Cette indignation à sens unique révèle la véritable nature de leur conception de la liberté d'expression. Un privilège occidental, pas un droit universel. Un outil de domination, pas un principe absolu. Ibrahim Traoré n'est pas un ange, mais il n'est pas un tyran non plus. Il est un chef de guerre. Et dans une guerre, il faut parfois trancher, quitte à heurter, parce que chaque minute compte.
et chaque distraction peut coûter des vies. Sa position est celle d'un pays assiégé sur tous les fronts. Au nord, des groupes terroristes financés et armés par des réseaux obscurs. À l'intérieur, des cellules dormantes prêtes à frapper. Sur les ondes et les écrans, une campagne de déstabilisation permanente. Dans ce contexte, la liberté absolue de l'information devient un luxe dangereux. Mais attention aux simplifications hâtives. Les décisions de Traoré ne relèvent pas d'une volonté de censure gratuite. Elles s'inscrivent dans une stratégie de survie nationale. Quand un média révèle des positions militaires en pleine offensive contre des terroristes, ce n'est plus du journalisme. C'est de la mise en danger délibérée de vies humaines. Ce qui est présenté comme répression de la presse est souvent une tentative légitime de protéger l'intégrité informationnelle d'un pays en guerre. Une guerre où l'ennemi utilise précisément les médias comme vecteur d'attaque, comme moyen de saper le moral, comme outil pour diviser la population. Dans ce contexte, la responsabilité d'un chef d'État n'est pas de satisfaire aux critères arbitraires d'organisations basées à Bruxelles ou à New York. Sa responsabilité est de protéger son peuple, de garantir la continuité de l'État, d'assurer que demain, le Burkina Faso existera encore comme nation indépendante. Alors pose-toi la vraie question, qui contrôle ton opinion ? Qui choisit les mots que tu entends ? Et pourquoi ? Regarde au-delà des titres sensationnalistes, interroge-toi sur les intérêts qui se cachent derrière chaque indignation médiatique. Demande-toi pourquoi certaines souffrances méritent des heures de couverture en prime time, tandis que d'autres sont reléguées aux brèves de fin de journal. L'économie de l'attention est elle-même un champ de bataille. Ce qui capte ton regard, ce qui occupe ton esprit, ce qui suscite ton émotion, tout cela est soigneusement calculé. La fabrication de l'indignation est devenue une science exacte, un art manipulatoire maîtrisé par des experts en psychologie cognitive et en ingénierie sociale. Ces architectes de l'opinion publique savent exactement quel levier actionner pour te faire ressentir ce qu'ils veulent que tu ressentes, pour te faire penser ce qu'ils veulent que tu penses, pour te faire agir comme ils veulent que tu agisses. Mais ne t'arrête pas là. Parce que pendant que les médias t'endorment avec des débats stériles sur le politiquement correct et des clashs entre chroniqueurs de plateau, l'Afrique écrit un nouveau chapitre. Et il ne plaît pas à tout le monde. Car pour la première fois, les anciennes colonies regardent l'Empire et lui disent « non ». Ce non résonne comme un tonnerre dans les chancelleries occidentales. Non aux accords inégaux. Non à l'exploitation sans contrepartie. Non à l'ingérence politique. Non au pillage des ressources déguisées en investissement. Non à la présence militaire étrangère qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Cette affirmation de souveraineté n'est pas un caprice de leaders autoritaires, comme on voudrait te le faire croire. C'est l'expression profonde d'une conscience collective. Une prise de conscience que l'indépendance sur papier ne suffit pas. Qu'il faut la conquérir jour après jour, dans chaque décision, dans chaque négociation, dans chaque relation internationale. Le mouvement transcende les clivages politiques traditionnels. Il unit des pays aux trajectoires diverses, dans une même volonté d'autodétermination véritable. Il remet en question l'ordre mondial établi, les institutions internationales sclérosées, les règles du jeu biaisé qui perpétuent les inégalités structurelles entre nations. Et c'est là que ça devient dangereux. Dangereux pour qui ? Pour les multinationales habituées à des contrats injustes ? Pour les puissances militaires accoutumées à des bases permanentes ? Pour les institutions financières qui imposent des réformes dévastatrices, pour tous ceux qui profitent du statu quo. C'est précisément ce danger qui explique la virulence des attaques informationnelles. La déstabilisation n'est pas un effet secondaire, c'est l'objectif même. Créer le chaos pour justifier l'intervention. Semer la confusion pour empêcher l'unité. Diffuser la peur pour paralyser l'action collective. Tu veux parler de liberté de presse ? Alors parlons aussi des journalistes africains assassinés, intimidés, menacés, pas par des juntes militaires, mais par les multinationales, les groupes d'intérêt, et parfois même les gouvernements occidentaux qui veulent des partenaires dociles, pas des reporters dérangeants. Ceux-là, bizarrement, ne font jamais la une du New York Times. Ces victimes oubliées du journalisme sont les véritables héros de l'information. Ceux qui ont découvert les déversements toxiques de compagnies pétrolières dans le delta du Niger. Ceux qui ont documenté l'exploitation des enfants dans les mines de cobalt au Congo. Ceux qui ont révélé les dessous des contrats miniers frauduleux au Mali ou au Burkina. Leur sort ne suscite pas de campagnes internationales. Leurs noms ne sont pas brandis en exemple par les défenseurs autoproclamés de la liberté de presse. Leur courage est enseveli sous le silence des médias mainstream, trop occupés à amplifier la voix de journalistes qui servent, consciemment ou non, des agendas géopolitiques préétablis. Cette sélectivité de l'indignation n'est pas un hasard.
Elle révèle les véritables priorités d'un système médiatique global qui prétend défendre des valeurs universelles, mais qui, en pratique, protège des intérêts particuliers. Tu veux parler de censure? Très bien. Parlons des algorithmes, des shadowbans, des vidéos africaines supprimées, des chaînes suspendues sans explication, parce qu'aucun dictateur ne peut rêver d'un outil aussi propre, aussi silencieux et aussi efficace que YouTube ou Facebook entre de mauvaises mains. La censure moderne n'a plus besoin de bûcher pour les livres ou de prison pour les auteurs. Elle opère dans l'ombre des codes informatiques, dans les paramètres de pertinence, dans les mystérieux algorithmes qui décident ce qui mérite d'être vu et ce qui doit rester invisible. Cette censure est d'autant plus pernicieuse qu'elle est invisible. Tu ne sais pas ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas manquer une information dont tu ignores l'existence. L'algorithme ne dit jamais « je te cache ceci ». Il dit simplement « je te montre cela », en donnant l'illusion d'un choix libre dans un environnement soigneusement contrôlé. Les plateformes numériques sont devenues les nouveaux gardiens de l'information mondiale. Leurs décisions, prises dans l'opacité de bureaux californiens, déterminent ce qui constitue la vérité acceptable pour des milliards d'utilisateurs. Un pouvoir sans précédent, sans contre-pouvoir réel, et souvent au service d'intérêts qui dépassent la simple modération de contenu. Alors oui, ce combat est rude, oui, il y a des erreurs, oui, certains choix sont discutables, mais au moins, ce sont leurs erreurs, leurs choix, leur chemin. Et toi, dans tout ça, tu veux juste regarder ou tu veux comprendre? Si tu veux plus de vérité brute, plus de récits décolonisés, plus de réalité qui gratte, abonne-toi, active la cloche, rejoins ceux qui veulent comprendre, pas juste consommer. Et maintenant, va voir nos autres vidéos, ou explore la playlist sur mes meilleures vidéos. Crois-moi, ce que tu as vu, ce n'est que la première couche. On gratte et dessous, ça brûle.